Poésie présente Jacques à la guerre de Philippe Torreton, lu par l'auteur. À ma mère, à ces hommes, tous ces 1 + 1 d'hommes, toutes ces gouttes d'hommes que l'océan de l'histoire rend invisibles. Mon père, il me semble que je vois mon père. Où, monseigneur? Dans les yeux de l'âme, Horatio. William Shakespeare, Hamlet, acte 1, scène 2. Chapitre 1. On roulait tous les deux, mon père et moi. Mais mon père, pour la seule fois de ma vie, était là rien que pour moi. Il avait négocié ça avec ma mère. C'était mon tour. C'est la dernière fois que la vie fut belle. Après, la guerre est arrivée. Juste après la guerre, mon père est mort d'une crise cardiaque. Et encore après, je me suis retrouvé comme un couillon en Indochine. Chapitre 2. Pour l'instant, j'ai sa main sur ma cuisse gauche. Il me parle de ses clients que l'on va visiter. Et sa voiture file sur les routes nationales de cette Normandie printanière. Seuls les impératifs de la conduite nous séparent. Mais une fois le levier de vitesse du volant repositionné sur le bon rapport, sa main me revient. Pour moi, la vie peut commencer ou s'arrêter là. C'est comme elle voudra. Je m'en moque. Le bon Dieu que ma mère sollicite si souvent peut décider. Je lui laisse la main. Moi, j'ai celle de mon père sur la cuisse gauche, et elle me suffit amplement. Je vois mon père de profil. En voiture, je le voyais toujours de dos. Cette lisière impeccable entre le col de chemise et ses cheveux noirs, je l'ai contemplée des heures durant. Distante de 3 centimètres, exactement. Mon père était soigné, élégant. Quand il se trouvait à la maison, on pouvait frapper à la porte à n'importe quelle heure de la journée. Celui qui ouvrait en souriant était toujours soigneusement habillé. Présentable, bien mis, comme on disait. C'était ça, mon père. Un homme bien mis. Comme nous étions 4 frères et sœurs à occuper la banquette arrière, et que la Renault n'offrait pas une habitabilité record, il en fallait toujours un, assis sur une fesse et accroché au siège avant, pour que les autres puissent aligner leur croupe fraternelle. En général, c'est moi qui m'y collais. Ma truffe se retrouvait à une poignée de centimètres de la nuque de mon père. Je pouvais m'en repaître secrètement. J'ai passé des trajets entiers à l'étudier, à la respirer, afin de savoir exactement quoi dire au coiffeur le jour où je serais en âge de décider. Ses cheveux étaient enduits d'une crème qui sentait bon. Il avait un petit grain de beauté là où 3 ans plus tard, exactement au même endroit, une écharde métallique déchirée d'une bombe anglaise me ferait une jolie cicatrice en forme de croix catholique. Lui, c'était un grain de beauté, juste à mi-chemin entre la base de ses cheveux et son col de chemise, légèrement sur la gauche. En avait-il ailleurs? Je ne pourrais le dire. Je ne l'ai jamais vu torse nu, et je pense que ma mère serait bien en peine de répondre. J'aimais les plis de son cou lorsque sa tête tournait de droite et de gauche. Les plis, les cheveux, les cols de chemise, la crème lissante et la voiture, c'était mon père. C'était une première, car d'habitude le privilège des sorties entre hommes revenait à mon frère. Je les ai vus partir plus d'une fois faire des choses que je n'avais pas à savoir. Ce frère plus vif, plus habile aux filles, brillant, répondant et drôle, agaçant et charmeur. Je l'aimais et le maudissais. Il déflorait tout avant moi. Quoi que je fasse, il l'avait fait. Quoi que je dise, il l'avait dit, et en mieux, en plus enlevé. Les mots dans le bon ordre. Mes plus grands rêves étaient noyés dans ses plus faibles soupirs. En plus d'être l'aîné, il était le dieu sur pattes de la tante Léopoldine, celle qui, à Noël et à son anniversaire, doublait la mise de cadeaux
et lui garderai le plus gros pour la fin. Là où je le tenais, c'était la nuit. Il avait peur du noir. Moi pas, jamais. Pour moi, la nuit, c'est comme le jour sans la lumière. Lui, il en devenait godiche, faut voir comme. Son droit d'aînesse devenait prière, supplique et demande d'asile. On dormait ensemble, au premier étage, dans le même lit, et chaque soir, c'était le même tintouin. Il se déshabillait nerveusement, en regardant autour de lui, se cassait une fois sur deux la figure en retirant fébrilement ses chaussettes, vérifiait les fenêtres comme un expert en fenêtres fermées, puis fonçait dans le lit en évitant soigneusement que ses pieds nus se rapprochent trop près du dessous du cadre, ce qui en général lui faisait faire un bond. Se recroqueviller sous le drap, en emportant l'édredon dans sa panique, et là, emmitouflé dans sa trouille, me demander d'une voix étouffée d'aller vérifier sous le sommier. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.